première creepypasta internet. Je vais laisser cogiter un petit peu Slenderman. Voilà, du coup là c'est la vidéo traditionnelle des 5 histoires de Let's Not Piter Faire. Et j'ai trouvé des choses assez sympathiques. Donc première histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 18 ans dont l'histoire s'est déroulée un mois avant qu'elle la raconte. Elle vit dans une petite ville belge et elle fait plus d'1m92 pour 100 kg et elle fait de la boxe et du taekwondo depuis 9 ans. Donc, elle n'a jamais eu besoin de se battre dans sa vie car personne n'a jamais osé la faire chier. Et cette histoire prend place dans la gare de cette ville. C'est une petite gare et malgré que ce soit la seule de la ville, il n'y a ni guichetier ni voyageurs en dehors des heures de pointe. Et elle est assez mal entretenue. Il faut savoir que dans cette gare, les portes se ferment à des heures précises entre minuit et 5h du matin. Il est impossible d'entrer dans la gare entre 3 et 5h du matin et il est impossible de sortir de la gare. Ce jour-là, elle sortait d'une journée à la fac horrible pendant laquelle elle a eu extrêmement mal. Elle travaille en tant qu'étudiante dans une chaîne de magasins qui reste ouverte jusqu'à 1h du matin et ce jour-là, son shift se termine à 23h40. Il faut savoir qu'elle était seule dans le magasin et il lui arrive d'être obligée de refuser des clients car ils sont trop sous parce qu'ils ont déjà été violents avec le personnel, parce qu'ils ont déjà volé, etc. Ce soir-là, elle a dû refuser un habitué qui continue à venir en état d'ébriété malgré le fait qu'il se fasse remballer à chaque tentative, chaque fois qu'il vient. Il avait l'air particulièrement saoul et même drogué, mais étonnement, ce dernier l'a coopéré. À la fin de son shift, en rentrant chez elle, elle a été obligée de se rendre dans la gare en chemin car elle était vraiment malade et qu'elle allait se faire dessus avant d'arriver chez elle. En entrant dans la gare vers 23h55, elle pensait qu'elle allait pouvoir se vider tranquillement et seule. Mais alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans les toilettes pour hommes, en face de l'entrée de la gare, elle a entendu la porte automatique s'ouvrir et ce fameux client entrer dans la gare. Elle n'était pas spécialement apeurée, mais elle a tout de même été interpellée par le fait qu'il lui avait refusé, qu'il avait l'air beaucoup plus sale et ensanglanté que lorsque elle lui avait fait refuser l'accès 2-3 heures plus tôt. Comme s'il s'était battu jusqu'au sang et couché dans de la terre. Elle s'est seulement dit qu'il venait prendre le dernier train ou utiliser les distributeurs de boissons de la gare. Et elle est entrée dans les toilettes. Elle a choisi une cabine et elle a commencé à faire ce qu'elle avait à faire. Ayant assez peur des bruits indésirables de personnes malades, elle a été le plus silence possible. C'est à ce moment-là qu'elle a entendu la porte des toilettes s'ouvrir. Elle savait que c'était lui car désormais les portes étaient fermées et il était seulement possible de sortir de la gare, mais plus d'y rentrer. Elle l'a entendu traîner ses pieds jusqu'à sa cabine. Il devait avoir 4 ou 5 cabines, dont la sienne, dont plusieurs autres à part la sienne étaient disponibles. Elle précise que ce ne sont pas des cabines avec un espace en dessous de la porte ou des séparateurs, donc entrer par le dessous de la cabine est impossible. Bon là, l'homme a commencé à toquer doucement à la porte en me disant de sortir car il avait une envie pressante. Je lui ai répondu que j'étais malade, elle lui a répondu qu'elle était malade et que donc elle n'était pas prête de sortir et que de toute façon, il y avait d'autres cabines disponibles. Elle suppose que sa réponse ne lui a pas plu puisqu'il commençait à tambouriner à la porte en me hurlant de sortir de cette putain de cabine. Et tout de suite, elle a été surprise au début, et puis elle a eu peur car les portes étaient fermées, personne n'allait rentrer dans la gare et entendre que quelqu'un hurle dans les toilettes. Elle était choquée et ne savait pas quoi faire entre ouvrir la porte et se battre avec lui. De base, elle aurait sûrement gagné, mais s'il était armé, ça finirait mal pour elle. Attendre, appeler la police, etc. Le temps qu'elle réfléchisse à comment agir, ses coups contre la porte et hurlements se sont stoppés. Elle n'a pas ouvert la porte car elle n'avait pas entendu la sortie de la gare s'ouvrir afin qu'il sorte et de toute façon elle avait trop peur. Elle a bien fait car 1 minute après, elle a entendu comme des grattements contre la porte qui était en bois.
il a recommencé à lui adresser la parole en lui disant « Tu vas bien devoir ouvrir la porte à un moment, petit chou, et à ce moment-là, je serai toujours là. » J'avais entre-temps appelé la police et elle est arrivée peu de temps après avec un membre du personnel ayant la clé pour ouvrir l'entrée. L'homme a été après en dénonce sans peine car il avait un couteau et il se débattait beaucoup. Aucun policier n'a été blessé et lorsqu'elle est sortie des toilettes, au signal des policiers, l'homme avait déjà été emmené. Les grattements qu'elle avait entendus étaient lui qui a commencé à faire des lignes sur la porte à l'aide de son couteau. Elle a appris plus tard que cet homme était assez connu par les forces de l'homme car elle s'était fait retirer son permis de conduire pour conduite en état d'ivresse. Il se baladait le long des rails. Elle nous dit de pas faire ça et je vous préviens de ne pas faire ça. Et il aimait se battre avec des sans-abri ou provoquer des passants. Il s'avère que ce soir-là, il était fortement alcoolisé et drogué. Il a donné comme raison qu'il en avait marre de se faire refuser au magasin. Elle ne sait pas s'il est en prison, mort, ou si elle n'est juste plus recroisé son chemin par chance, mais elle ne l'a plus vu depuis. Deuxième histoire. La deuxième histoire s'appelle Une colocation qui tourne mal. On va contextualiser ça. Pour contextualiser, on va l'appeler Tom. Alors, il s'appelle Tom et dans cette histoire, cette histoire s'est passée en 2020. À l'époque, il était étudiant en école de commerce, mais son niveau en anglais laissait à désirer. Pour progresser, il a décidé de prendre une année de césure et de partir à Toronto au Canada pour suivre des cours intensifs de langue. Les frais étant élevés, il s'est retrouvé dans une colocation avec d'autres étudiants dans un appartement avec 3 chambres. L'une était encore vide en attendant l'arrivée d'un autre étudiant. Et son colocataire Sandro était un Suisse allemand, grand, presque 2 mètres pour 120 kilos. Mais aussi, il était très sympathique. Ils sont vite devenus. Quelques semaines plus tard, Sandro m'annonce qu'il part pour une semaine en road trip à travers les parcs naturels du Canada. Il devait partir un samedi matin, tandis qu'on m'avait prévenu que l'étudiant remplaçant arrivait le même jour. Vers 15h, Sandro quitte l'appartement à 10h. Et du coup, il se retrouve seul à attendre de nouvelles arrivées. Les heures passent, 15h, 16h, 20h, 22h, toujours personne. Il mange un bout, il regarde une série sur Netflix et finalement, il essaie d'aller se coucher. Mais vers minuit, il s'est soudain réveillé par des coups frappés à la porte de l'appartement. Il entend quelqu'un entrer et il se dit ça doit être le nouvel étudiant. Avant d'entendre une voix inconnue expliquer rapidement le fonctionnement de l'appartement, il reste dans sa chambre trop fatigué pour sortir et il s'endort. Mais quelques minutes plus tard, on frappe à sa porte. Une fois, puis une seconde fois, 10 minutes après, pensant à un éventuel problème, il finit par sortir. Il se retrouve face à une jeune femme japonaise d'environ 25 ans. Il lui explique rapidement quelques détails sur le logement. Ils échangent leur compte Instagram, chacun retourne dans sa chambre pour la nuit. Les jours suivants, elle lui demande souvent de l'accompagner lorsqu'elle prend le bus ou le métro. Il aide volontiers, lui montre les arrêts, les bons coins pour s'orienter, et il reprend ensuite ses habitudes entre les cours ses sessions de musculation. Mais peu à peu, quelque chose d'étrange commence à se produire. Chaque soir en rentrant, il la retrouve toujours en train de lui parler, que ce soit par message ou lorsqu'ils se croisent dans l'appartement. La situation devient de plus en plus pesante. Puis un soir, alors qu'il était allongé sur son lit, il remarque une silhouette sur le balcon commun, juste devant la vitre de sa chambre. Elle est adossée à la rambarde et elle le fixe. Son regard est perçant, dérangeant de ses dires. Quand elle comprend qu'il l'a remarqué, elle se détourne précipitamment et rentre dans sa chambre. Il frissonne, mais essaie de se convaincre que ce n'est qu'une coïncidence. Plus tard, aux alentours de minuit, alors qu'il éteint les lumières pour s'endormir, il jette un coup d'œil par la fenêtre. Elle est toujours là, debout, à l'observer. Leurs regards se croisent à nouveau et elle disparaît aussitôt.
La scène se répète les nuits suivantes. Chaque soir, il la surprend à l'observer depuis le balcon. Toujours à la même heure, toujours avec ce regard fixe, et à chaque fois, elle s'éclipse dès qu'elle le voit. Dès qu'elle voit qu'il la remarque. Mais la veille de son départ, la situation prend une tournure encore plus inquiétante. Un matin, il doit se lever particulièrement tôt pour un rendez-vous. Il est 5h30 quand il sort de sa chambre. Tout l'appartement est plongé dans l'obscurité, sauf le fait de halo de lumière qui filtre de sous la porte des toilettes où il se trouve pour se brosser les dents. Sous ça, il entend un bruit derrière lui. La jeune femme surgit de sa chambre silencieuse, ses pas résonnant doucement sur le parquet. Elle sait qu'il est là. Elle a vu la lumière sur la porte. Il se fige, un frisson lui parcourant le dos. Il se fige et du coup il y a un frisson qui lui parcourt le dos. J'ai bafouillé. Il est là en caleçon, la brosse à dents à la main, et il se demande ce qu'elle veut. Mais au lieu de faire demi-tour, elle ouvre la porte des toilettes et entre s'asseyant sur la cuvette fermée face à lui. Elle ne dit rien, elle reste là, immobile, son regard plongé dans le sien, avec une expression impassible presque vide. La scène dure de longues secondes glaciales où le silence devient oppressant. Puis lentement, il se ressaisit et quitte la pièce, refermant la porte derrière. Il regagne sa chambre très lentement, montrant que je ne comprenais pas trop, mais son anglais était trop mauvais pour réussir à dialoguer. Les jours suivants, il redouble de prudence, surveillant le moindre de ses mouvements, mais elle continue de l'observer chaque soir depuis le balcon, comme une ombre inquiétante dans la nuit. Jusqu'à ce que la veille de son départ, tout prend une tournure encore plus terrifiante. Il est en train de dîner dans sa chambre quand il la voit à nouveau à travers la vitre, fixant intensément l'intérieur de sa pièce. Il détourne le regard espérant qu'elle s'en aille. Puis plus tard dans la nuit, vers 3h du matin, il se réveille brusquement après un cauchemar. Il tourne la tête et là, il la voit toujours sur le balcon, ses yeux grands ouverts, rivés sur lui. Son sang se glace, cette fois-ci, elle ne détourne pas le regard, elle reste immobile comme une statue. Puis brusquement, elle tourne les talons et se met à courir à l'intérieur de l'appartement. Son cœur s'emballe. Il se précipite pour fermer sa porte à clé et il se retourne s'enfouir sous les couvertures, espérant que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Quelques secondes plus tard, elle entend des pas derrière ma porte, puis une tentative de l'ouvrir. Doucement d'abord, puis plus violemment. Elle force la poignée, essayant de pénétrer dans ma chambre. Pris de panique, il reste immobile, retenant sa respiration. Et puis tout redevient silencieux, il n'entend plus rien. Elle est retournée dans sa chambre, mais la nuit a semblé interminable. Je suis rentrée le lendemain en France. Elle n'était plus dans l'appartement. Il pense qu'elle était juste fascinée de voir un Européen. Puis n'a pas un gabarit normal, surtout pour un Japonais. Il pousse quand même plus de 150 kg de développé couché. Bref, il a aussi cru qu'elle voulait une aventure avec lui, ou alors lui voler son passeport. Troisième histoire. Ça s'appelle Un séjour scolaire qui vire en cauchemar. C'est l'histoire de Joanne, pour contextualiser. Elle ne donne pas son nom. Elle s'est passée quand elle avait 11 ans. Elle était en 6e et sa prof de SVT organisait un séjour à Tatu. C'est une petite ville pas loin de la Bretagne. Quand ils sont arrivés sur les lieux, ils se rendent compte que les dortoirs sont des dortoirs avec 4 places et c'est assez creepy. Mais le premier problème dans le dortoir, c'est qu'ils sont 3 au lieu de 4. Ces deux potes et elle installent leurs affaires et regardent les lits. Et ils voient que sur un des lits, il y a des petites traces rouges, sûrement du sang. Donc ses potes et elle, qu'on va appeler Huguette et Amanda. Donc elle, Amanda et Huguette vont voir leurs professeurs, qui sont pas loin. Bien sûr, leur professeur ne les croit pas, donc il leur dit « Venez vérifier », mais bien sûr, ils ne veulent pas. Le soir arrivé, ils vont se coucher, et vers minuit, 1h, ils sont toujours debout car ils n'arrivent pas à dormir.
Alors elles éteignent la lumière, mais au moment où Huguette éteint la lumière, ils entendent quelqu'un toquer à la fenêtre. La fenêtre, c'est une fenêtre à bascule, donc impossible de passer. Ils regardent et là ils voient quelqu'un debout qui le fixe. Elles ont 11 ans à cette époque, donc elles faisaient pas les malins. Il les regarde et il a un énorme truc dans la main. Ils ont aucune idée de ce que c'est. Donc elles prennent leur courage et elles l'insultent. Elle lui dit de se barrer de là et de pas revenir, ou sinon elles allaient s'occuper de lui. En attendant, ils partent en courant, le dire au professeur, et comme surprise, ils s'en foutent et ils disent qu'elles ont dû rêver. En revenant dans la chambre, il est plus là. Et il ne dort pas bien du tout. Le lendemain, c'est l'avant-dernier jour. Et elle dit à tout le monde ce qu'ils ont vu pendant la nuit, mais tout le monde s'en fout. Se fout d'elle. Et ils espèrent que la dernière nuit, ils verront rien et qu'ils puissent dormir bien. Pour être sûr qu'ils n'ont pas rêvé, ils vont là où était censé être le gars. Petit truc qu'elle nous dit là, le gars il fait 1m85 à vue d'œil. Et il voit par terre des traces de pieds et un couteau posé par terre. Quand il demande au professeur de venir voir, il n'y a plus rien, à part les traces, et du coup elles se font engueuler comme jamais. La nuit tombée, il n'y a rien, mais ils font que d'y penser à... Et du coup le lendemain... 25. La nuit tombée, il n'y a rien, mais ils font que d'y penser à cette grande silhouette derrière la fenêtre, et elle, personnellement, elle dort pas très. Le lendemain, c'est le départ. Elle et H ont hâte de rentrer chez elles. Mais maintenant, avec le recul, elles se mettent à d'imaginer des scénarios où ils auraient eu... On essaie d'appeler ta... Le lendemain, c'est le départ. Joanne, Amanda et Huguette ont hâte de rentrer chez elles. Mais maintenant, avec le recul, Joanne se met à imaginer des scénarios où il les aurait eus. Et des fois, elle fait des cauchemars de ce moment et où elle s'en sort pas. Voilà. 4e histoire.